On repart les amis, et l'idée quand même du débat, c'est de vous amener, même vous entrepreneurs, sur des sujets qui ne sont pas forcément... Moi j'ai envie d'avoir des visions entrepreneurs. C'est ça qu'on va faire quand même, ça me permet de l'expliquer d'ailleurs, c'est intéressant, parce que je ne veux pas que les débats de société, les grands débats qui intéressent les citoyens, n'ont pas forcément à être préemptés par les professionnels de la parole, qui tous ne sont pas des créateurs de richesse, on va le dire comme ça, tu vois, qui n'ont pas forcément signé beaucoup de fiches de paie ou de contrats de travail dans leur vie. Donc ça m'intéresse, moi, de savoir ce que ceux qui ont signé des fiches de paie et les contrats de travail ont dans la tête. Donc je vous amène sur les sous-marins. Je ne sais pas comment vous regardez cette histoire-là. Bruno, tu as réfléchi à l'histoire des sous-marins? Est-ce que Beaucoup. L'histoire des sous-marins, et au passage, on en parle dans l'entreprise. De ces sujets, de ce que ça veut dire. Et chez Another Brain. Ouais. Ah, mais ça m'étonne pas. Ça. Parce que je trouve que c'est important d'aider toute une génération de plus jeunes à s'enrichir en réflexion, etc. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire le bouquin Le piège de Thucydide. Lisez-moi ça, c'est un bouquin incroyable. Beaucoup entendu parler. Etc. Moi, je l'ai lu il y a 4 ans. Et ce que je vois entre le conflit qui est en train d'arriver, ça s'appelle, le sous-titre, c'est Vers la guerre, entre les États-Unis et la Chine. Et là, il n'y a pas une semaine qui se passe sans qu'on ne voit pas un petit pas qui se franchisse dans ce sens-là. Et moi, alors, on peut en parler de ce sujet, mais je vais mettre sur un autre sujet. Vas-y. Je suis européen convaincu, parce que je pense que c'est... on peut en parler de plein de choses, mais vous êtes, je pense, d'accord avec ça. Pour la première fois de ma vie, quand j'ai vu la réaction des Allemands et de l'Europe à ce truc-là, je me suis dit, mais il faut qu'on fasse un Frexit. Mais ça va pas, non. Attends. Oh mais non, mais dis pas, oui, comme si t'étais... Écoutez, j'ai pas dit oui, pardon. Non, absolument pas dit oui. Je ne vais pas dire ce que j'ai pas encore dit. C'est pas possible. Si, parce que ma question, il y a l'économie, etc., bien sûr, mais fondamentalement, ce qui se passe là derrière, sur les réactions européennes, c'est l'Allemagne qui reste avec les États-Unis, qui veut suivre les États-Unis. C'est une évidence. Et donc, si nous, on veut une certaine Europe, et les autres ne veulent pas de cette Europe-là, donc mon sujet, c'est pas du tout les mêmes choses que ce que tu entends à droite. Bruno, mais si on les les a Allemands embarqués, ne veulent pas la même que nous, est-ce qu'on les a embarqués à un seul instant, dans l'ensemble de nos réflexions militaires depuis 50 ans, les Allemands et les autres Européens? Non, jamais. Je sais pas, je pense qu'on a beaucoup essayé. Tu peux pas d'un côté être l'espèce de fier à bras de l'OTAN. C'est-à-dire, depuis De Gaulle, on est les fiers à bras de l'OTAN, tu vois. Ouais, mais nous, c'est pas pareil. Membre Conseil de sécurité des Nations Unies. Tiens, le partage du siège de membres du Conseil de sécurité aux Nations Unies, ça n'aurait pas été un geste d'une puissance dingue, ça, à offrir aux Allemands, par exemple, à un moment, tu vois? C'est-à-dire, on peut pas... À l'Europe. À condition qu'elle ait envie. Non, mais peu importe, mais en tout cas, tu vois ce que je veux dire, on peut pas... Mais pas peu importe, parce que je pense que... On n'a jamais eu une vision européenne de notre défense, voilà, nationale, toujours, souveraine. Mais c'est pas nous qui ne voulons pas. Bien sûr qu'on se défend et qu'on a une question de souveraineté. Bien sûr, et c'est normal et c'est très bien. N'empêche que, on a essayé à 25 reprises, puis je suis en contact avec pas mal de gens à l'état-major ou à d'autres, on a essayé à pas mal de reprises, peut-être en s'y prenant mal, peut-être, mais on est dans une fin de non-recevoir, parce que fondamentalement... Bon, mais tu t'es calmé, tu veux plus de Frexit maintenant, t'as eu une petite réaction comme ça, et puis voilà, t'es revenu, bon... Oui, mais c'est une question quand même. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que quand Merkel s'entendait pas avec Hollande, on s'est dit c'est le problème d'Hollande. Quand elle s'entendait pas avec Sarkozy, on a commencé à se poser des questions. Et comme elle s'entend pas non plus avec Macron, moi je pense qu'il y a un problème côté allemand. Je pense qu'on a des présidents qui sont un peu jacobins et qui probablement ont leurs défauts. Enfin, l'Allemagne, au final, quand vous regardez ce qui a été conclu sur les derniers discours bilatéraux, c'est d'une pauvreté à pleurer. Enfin, c'est d'une tristesse totale. Les discours de Cologne, etc., ou d'Aix-la-Chapelle, il n'y a rien dedans. C'est du blabla. Et je pense qu'on a un problème de partenaires. Depuis De Gaulle à Adenauer, on n'a plus rien fait, véritablement. Moi, je suis un franco-allemand déterminé, convaincu jusqu'au tréfonds de mes pores. Moi, j'irais même jusqu'à fusionner les pays. Moi aussi. Pour vous dire, je l'ai prôné pendant longtemps. Je l'ai écrit dans des articles de tribune dans la presse. J'ai des très bonnes relations avec l'ambassadeur d'Allemagne en France qui lui aussi pousse dans ce sens, comme on peut l'imaginer. Et je pense qu'il y a un blocage côté politique allemand. Moi, j'ai hâte de savoir si le successeur de... Tu crois qu'il y a un seul de nos dirigeants français là qui acceptera une fusion des pays? Non, mais ça c'est extrême. Kohl et Mitterrand travaillaient là-dessus. Oui, Kohl et Mitterrand. Enfin, il y a une tradition... Il y a une tradition française désormais ancienne là-dessus. Je pense que sans en arriver jusque-là, il y a énormément de choses à faire entre ces deux États-là, et qu'aujourd'hui, c'est totalement bloqué. Et
les Allemands, de mon point de vue, sont ceux qui bloquent, puisque l'alternance s'est produite de notre côté, pas du côté allemand, et ça marche toujours pas. Jean-Philippe. C'est que mon humble avis. Ah, mais c'est le principe du truc. Il y a deux sujets. On a, France-Allemagne, il suffit d'avoir vendu ta boîte à un groupe allemand, ce qui était mon cas avec Serge Springer, pour comprendre bien les différences. Juste l'avoir fait une fois, et pour comprendre que la manière dont ils nous appréhendent n'est pas tout à fait conforme à peut-être que nous, voilà. Donc, ils nous prennent de toute façon toujours un peu plus avec une certaine forme de condescendance, et bon, les Français, vous êtes sympas, vous êtes machin, je t'ai acheté ta boîte, voilà. Je l'ai vécu, j'ai beaucoup de respect pour les Allemands, en plus j'ai vendu, mais il est vrai que c'est compliqué, voilà, ils ont un rapport à la France qui les rend plus puissants, plus solides, plus sereins par rapport à nous. Il faut l'avoir vécu pour le savoir, je l'ai vécu, ça n'enlève rien, et c'est comme ça. Donc tant qu'ils nous prendront nous prennent un peu, voilà, comme on parlait moins bien anglais qu'eux, tout, n'importe quoi, mais je fais un deal, ils te regardent des fois... Voilà, c'est vrai. Donc, moi, je l'ai vécu. J'ai cette même expérience avec les rapports de grands groupes. Donc c'est particulier. Je suis allé à Berlin 20 fois, je connais, j'ai vécu. Donc, déjà, pour qu'il y ait un rapport égalitaire, faut qu'il y ait un ressenti égalitaire entre les gens et qu'il y ait le même niveau. Pour ce qui est des sous-marins, encore une fois, je ne suis pas expert en géopolitique, mais j'ai un avis. Déjà, la première chose, c'est que tous les mecs qui pensaient que Trump, c'était sa technique, c'était un grand méchant et que l'Amérique, ça allait redevenir des grands gentils. Il y a absolument rien qui est sympa, Biden et tout. Il nous a fait ça. Il n'a pas appelé un quart d'heure avant. Il a dit fuck. Il l'a fait à sa manière, mais il a fait un gros fuck. Appelé, c'est chaud. Et il est passé pour un voilà. Et là, ça prouve que la méthode, elle n'a pas changé, qu'elle a l'air plus policée, qu'elle a l'air plus sympa avec les Ray-Ban et plus, il y a moins de gros mots. Mais pour autant, c'est strictement la même. Et moi, j'ajouterais que ça n'a pas changé depuis Obama. Voilà, absolument. Point 1. Mais bon, moi, je préfère à la limite, au moins Trump, tu le savais la veille. Bref, il avait fait 4 tweets, et au moins, t'étais au camp que tu l'avais... Et au moins, t'étais au camp que tu l'avais prise. Bon, c'est toujours plus agréable de le savoir. Le tweet, le Drian, le petit mot de Drian est sympa. Ouais, mais le mot de Le Drian, mais diplomatiquement, il est un peu con, le mot de Le Drian. Et voilà, bon, diplomatiquement, c'est pas très malin. Bref, mais peu importe. Point 2... et je reviens à ton point, et c'est marrant parce que tu l'as déjà cité la dernière fois, et comme j'écoute avec intérêt ce que tu dis, et sur la Chine, tu m'avais déjà donné ce nom de livre, et je l'ai acheté, je ne l'ai pas lu, pas te mentir, mais je vais le faire. Et pour autant, je trouve qu'il y a une escalade entre les USA et la Chine qui est réelle. Et là, le coup des sous-marins, c'est clairement une montée d'escalade entre les relations, la tension des relations entre l'Amérique et la Chine. Donc c'est pour moi de la géopolitique. Je ne sais pas si les sous-marins sont mieux, moins bien, plus chers, moins chers. Ça, c'est même pas mon sujet. C'est l'Australie, l'Angleterre, les USA qui se mettent clairement dans une espèce, je sais pas, mais moi j'appelle ça comme ça, de guerre froide avec la Chine. Nous, comme on est un peu plus timorés, qu'on est français, on n'aime pas trop les emmerdes. On est déjà un peu, depuis qu'on a refusé l'invasion, on était contre l'invasion des USA en Irak en 2003. Nous, on passe pour un peu des lâches, pour des faibles, on n'est pas des combattants. Et aujourd'hui, nous, il y avait... Pas des lâches, des faibles, des gars qui à un moment vont nous emmerder. Mais vis-à-vis des Américains, moi je te dis pas, moi j'étais pas pour l'invasion. Non, l'impression qu'on donne, on est les Français. À un moment, on va faire chier. Voilà, et pour conclure, nous, on veut pas du tout les relations, on veut des relations un peu entre les deux avec la Chine. On essaye quand même d'être un peu plus mi-figue, mi-raisin. L'Amérique, elle s'est mis frontalement avec l'Australie, c'est clair, voilà, il y a deux blocs. Il y a le Commonwealth. Mais voilà. Ils sont pragmatiques, les Américains. Moi, je les admire pour ça. Ils sont pragmatiques, ils font leur truc. Et ça montre bien que nous, on compte pas pour eux, contrairement à ce que notre non, mais pourrait bien Bruno, dire. j'insiste là-dessus. Tu peux pas, depuis 50 ans, un peu plus même, voilà, jouer au chat et à la souris avec l'OTAN et penser qu'à un moment où, effectivement, les périls sont en train de monter, les Américains, les Australiens et les Anglais vont te prendre dans l'alliance. Légitimement, tu pourrais y être. Effectivement, tu as la Nouvelle-Calédonie, tu as tout ça, etc. Légitimement, tu pourrais y être. Mais simplement, depuis 50 ou 60 ans, à chaque fois, on a un problème avec toi. Quand il y a eu les tensions les plus fortes de la guerre froide, et tu parlais des années 80, les euromissiles, etc. et tout, à chaque fois, c'est pas clair ce que fait la France et ce que veut la France. Bon, ben, on le paye d'une manière ou d'une autre. Ça me choque pas que les Américains disent, nous, on fait notre truc. Et voilà. Moi, ça ils auraient pu prévenir la veille. C'est la méthode qui montre dans quelle... oui, ça, c'est vrai. Voilà, comment ils nous considèrent. On n'existe pas pour eux. Et si ce n'est un peu de diplomatie. Mais on est pas grave, mais il faut qu'on le sache. Est-ce que ça nous amène sur le terrain de la souveraineté digitale, terrain qui t'est très cher, Luc? Moi, j'ai une question, alors là aussi, au chef d'entreprise que vous êtes. Donc, OVH fait son introduction en bourse, par exemple, etc. Et tout. Je suis aujourd'hui en charge de la commande publique. Donc, c'est par exemple l'histoire des données de santé hébergées par Microsoft. Est-ce que je choisis le meilleur, mais il est américain, je prends toutes les garanties possibles, mais enfin, il restera américain?
Ou est-ce que je dégrade un peu mon service, parce que c'est ça quand même assez souvent la question, pour choisir un Européen? Non, mais ça, c'est totalement bidon. C'est bidon comme question? La façon dont tu viens de l'énoncer est bidon. C'est-à-dire que non, il n'y a pas besoin de dégrader le service, et non, les besoins ne sont pas à ce point futuristes pour 99,9% de l'économie européenne. Donc tous ces arguments-là, c'est du blabla, c'est du bidon, ça ne tient pas. Aujourd'hui, OVH est classé par Forrester dans le cadran magique tout en haut. C'est quoi Forrester? Forrester, c'est comme Gartner, si tu veux, c'est les agences de notation des benchmarks du business. Qui fait le mieux le job pour l'infrastructure, le cloud, l'infrastructure as a service, le software as a service et toutes les couches qui sont entre les deux. Bon, donc OVH n'a pas de problème, ils ont 5e dan de cloud dans toutes les dimensions, et en plus l'État a fait quelque chose de sympathique, c'est qu'ils ont lancé un label de sécurité français et européen avec SecNum, qui fait qu'aujourd'hui il n'y a que OVH qui a ce niveau de sécurité et de localisation des données. Donc là, les GAFAM ne sont même pas concernés. Donc je dirais, non, tout ça, c'est du blabla, c'est des articles pour enfants sages. Et ce qu'il faut, c'est simplement orienter la commande publique massivement, tout de suite. Les Américains récupèrent les sous-marins, ils ne pensent même pas à nous passer un coup de fil. Et nous, on se demande si en Europe, on a le droit d'orienter la commande publique. Je ne parle même pas du privé. La commande publique, moi, j'ai lancé une initiative IT50+, il y a 1 an, avec des entrepreneurs, parce que je me suis dit, au moins là, ça peut percuter le réel. Et je disais, si les entrepreneurs qui s'engagent sur la page du site le font, engager en 3 ans 50% de mes dépenses IT vers des acteurs français et européens, la commande publique doit le faire, c'est à peu près nos impôts. Et donc, on le fait tout de suite, demain. Alors, un entrepreneur que je connais bien, patron de l'Inagora, me dit, j'étais dans l'avion avec Macron, je lui en ai parlé, il trouve ça important, etc. Je dis, alors, faisons-le, mais demain, faisons-le tout de suite. Ouais. Qu'est-ce qui nous... Pourquoi il n'y a pas de compromis à faire? Parce que mon argumentation bidon, c'est celle du ministère de la Santé, quand même. Mais on est des bisounours éternels en Europe, de la même manière que Merkel et Hollande se sont aperçus qu'ils étaient écoutés par le réseau échelon et se sont offusqués à Bruxelles comme des vierges effarouchées. C'est à mourir de rire. Et cette histoire des sous-marins, c'est pareil, on fait les éplorer devant les caméras, on en est presque à pleurer. Mais c'est le business, c'est la géopolitique, c'est la réalité aujourd'hui. Il faut donner des coups, il faut prendre des décisions et il faut les mettre en œuvre tout de suite. Et donc l'Europe, de ce point de vue-là, il n'y a pas à réfléchir. Et la France en particulier, orientons tout de suite 50% de la dépense publique. La patronne de French Web, de la French Tech, expliquait que si on orientait quelques pourcents de la dépense des grands groupes, elle ne parlait même pas de la dépense publique, vers les startups ou les entreprises innovantes, on crée de facto, by design, des géants du numérique. Donc t'imagines si la commande publique passe à 50%. Mais moi j'insiste sur la commande publique parce que les grands groupes, ils n'ont pas, bien sûr, ils ont pas à faire de choix. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je focalise là-dessus. Donc oui, il faut le faire tout de suite. OVH devrait être 10 fois plus gros que ce qu'il n'est aujourd'hui. Et puis honnêtement, les espèces de souveraineté où on utilise du Microsoft ou du Google, qu'on le repeint avec une autre couleur et qu'on le met sur des data centers qui sont localisés, en fait c'est pareil, c'est n'importe quoi. C'est juste prendre les gens pour des idiots, tout simplement parce que on se fout de savoir si les racks de serveurs sont à Paris ou à Berlin, s'ils sont contrôlés depuis Redmond. Bon, ça clôt le vote du jury danois, comme on dit. Je suis 100% d'accord avec ça. 100% d'accord. Bruno, je suis plutôt d'accord aussi. Bon, voilà, le sujet est réglé. Alors, Merci, camarade. Non, mais il a bien argumenté, il a bien bossé. Oui, non, puis c'est son combat. Globalement, c'est voilà. Et puis, pour rebondir, on peut même le faire en 2 phrases. C'est tellement pragmatique, c'est tellement logique. Puis accessoirement, et puis OVH, ce que tu viens de dire, pardon, mais je rebondis sur ton dos. OVH, ça fait largement le job. Donc on n'a pas pour 99% des besoins, ça va bien. Donc on n'est pas là en train de faire des tests de compétences à 0,1% de rapidité. Mais c'est ça. C'est ça. Voilà, parlons des choses cohérentes. Pour les quelques pourcentages où ça fait pas le job, ce qui nous intéresse, c'est qu'ils progressent pour que ça le fasse. Exactement. Et ils vont avoir les moyens de le mettre en œuvre. Mais par contre, on va revenir sur un débat avec l'Allemagne, parce que ça, commande publique, ça veut dire un certain protectionnisme d'une façon ou
ou d'une autre. Et le pays qui, lui, exporte le plus possible, il n'a pas envie d'avoir les rétorsions des autres qui vont dire « Puisque vous faites du protectionnisme... » C'est même pas du protectionnisme, c'est assurer de la diversité. Il y en a qui vont pas aimer. Là où il y en a plus. Les Allemands, ils vont pas être d'accord avec ça. Et puis quand on connaît un petit peu l'histoire... Juste d'un mot, Bruno, vu le monopole de marché, je pense que tu peux y mettre un tout petit peu de commande publique dirigée, même Bruxelles laissera passer. Mais bien sûr parce que ce sera 10-15%, ça va. On a un oligopole. J'ai plaidé pour ça depuis très longtemps. Un mot encore, Luc, et puis non, c'était juste pour dire qu'en plus, quand on comptait l'histoire d'Octave Klaba, de l'entrepreneur, des valeurs qu'il sous-tend, honnêtement, je me rappelle, arrivé de Pologne dans une 4L avec son père. Le gars est juste incroyable. Moi, je le connais bien. Enfin, c'est formidable. Il faut faire bosser des gens comme ça. Tout à fait évident. Ils se poseraient moins de questions, les Américains. Oui, tout à fait. Arrivé de Pologne et hébergé dans les sous-sols de Free. Il dormait, Xavier Niel raconte qu'il y avait ce gars qui dormait dans sa cave devant ses premiers racks. Et il dit, mais il s'en va jamais, en fait. Il est toujours là. Et donc, c'est là qu'il s'est dit qu'il allait filer un coup de main. Parce que j'ai envie que vous parliez de politique aussi. Et je me disais, en regardant... en regardant cette histoire de Zemmour... donc tout le monde parle de son bouquin, machin, qui se vend, etc. Et tout. Le gars a pris un risque entrepreneurial quand même. Donc on rappelle, il a un éditeur, je crois que c'est Albin Michel, j'avais noté ça dans un coin, qu'il a lâché. Et il l'édite, alors pas tout à fait à compte d'auteur, mais quasiment à compte d'auteur, quoi. Donc ça veut dire qu'il a pris un risque entrepreneurial. Et Macron, qu'on le veuille ou non, de 2016, il a En Marche, c'est quand même aussi un risque entrepreneurial. C'est-à-dire qu'à un moment, le gars, il part de rien et tout. C'est pas en train de dire cette culture de l'entrepreneur, etc. et tout, c'est pas en train de gagner un peu la politique, qu'est-ce que soient les camps dont on parle? Ça m'intéresserait d'avoir votre avis là-dessus. Écoute, c'est un sujet intéressant. Je l'ai pas posé de la même manière. Je pense que c'est plutôt un risque de vie. À un moment donné, quand Macron il prend sa direction, il est à un moment donné, il dit j'y vais pas. Mais au pire, il va retravailler. Tu vois, un risque entrepreneurial, c'est un risque de vie. Oui, tu veux dire ça. Ce que je veux dire, c'est que au pire, Macron, avec tout le respect que j'ai pour ce qu'il a fait, c'est marrant que ton sujet, je l'ai fait 1h30 à table hier. Donc, le sujet Zemmour et le sujet, voilà. Donc, mais on peut rebondir. Et si tu veux, le risque... On a 12 minutes encore. Le risque, c'est de se dire, voilà, quand Macron, il le fait, il se dit, voilà, il parle avec des gens, ils lui disent, t'as une chance sur 2, peut-être même 1 sur 3, mais elle existe, c'est maintenant, c'est pas maintenant, voilà. Et puis après, il repart chez Rothschild où il fait autre chose, mais je pense c'est le cas de beaucoup d'entreprises, ça, quand même. Mais c'est pas des Nous, on le fait, c'est pas un risque de vie, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, comme tout va plus vite, le mec, il a plus envie de faire 25 ans de politique pour arriver à quelque chose. Voilà, c'est tout ce qui a changé. L'autre jour, j'ai regardé, vous avez peut-être fait attention à l'émission sur Balladur, Chirac et tout. Putain, la politique, elle a tellement changé. Et c'était en 95. Donc c'est pas si vieux, en 2021. Et le monde a changé au niveau de la politique. Tu vois, les codes, les manières. Je dis, mais j'étais déjà vieux presque en 95. Tu vois, non, mais tu te dis que. Mais tu vois l'émission sur les deux, tu te dis, mais c'est fou. Donc je pense que. Il y a peut-être une notion d'entrepreneur, mais je pense que les mentalités ont clairement changé sur la rapidité de vouloir accéder aux choses. Voilà, et je pense que Zemmour, les mecs se disent c'est maintenant ou jamais, j'essaye pas, et puis on verra bien, et puis s'il y va, il ne retournera pas, s'il y va pas, il ne retournera pas, et s'il y va, il tentera sa chance. Je pense que c'est lié à la société dans laquelle on vit. Voilà, on n'a plus la même patience. Moi, j'ai quand même des gens qui me disent est-ce que je me présente? Je dis mais personne ne te connaît il y a 1 an. Ouais, mais peut-être que je fais ci, je fais ça, je pèse tant, j'ai envie. Voilà, c'est une nouvelle approche de... Et donc une désacralisation aussi totale de la fonction. Complète. Mais ça fait longtemps. Enfin, ça fait déjà... Ça vient de ça vient de tout. Maintenant, on se prend en photo, on fait des selfies toutes les secondes avec le président, on lui tape des hugs, on lui parle mal. C'est normal maintenant. C'est dramatique, mais c'est normal. Oui, c'est dramatique. Tu penses que c'est dramatique? Ça tristouné, un petit peu, moi. Moi, je trouve ça un petit peu triste qu'il n'y ait pas... je pense que... Manteau d'hermine, tout ça, machin et tout. Je dis pas qu'il devrait avoir 10 gardes du corps autour et puis accéder aux humains. Je dis juste que je pense qu'on a un peu désacralisé la fonction. Je pense, mais des politiques, je ne veux pas en faire là sur des avis, mais certains, ils sont pour quelque chose. On a eu des présidents qui l'ont bien désacralisé, la fonction. Ils n'ont pas besoin de grand monde, mais... moi, président, tu vois, je resacraliserai un petit peu la fonction. Enfin, celui d'avant l'avait bien désacralisé aussi, quand même. Je n'ai pas donné de nom. Je n'ai pas dit que je n'ai pas donné de nom. Mais voilà. Et celui d'avant, non, mais parce que quand même, et celui d'avant, donc on tombe sur Jacques Chirac. Alors peut-être qu'elle était sacralisée dans sa tête, la fonction, parce qu'il a eu tant de mal à gagner, mais il n'en a rien fait. Non, mais ça, c'est un autre débat, ce qu'il en a fait. Il reste c'est pas un autre débat. C'est-à-dire que les Français, un président de la République. Ah oui. Ah ouais, moi je crois que Chirac reste quelqu'un. Ah oui, mais regarde, c'est décorrélé des résultats et de ce qu'il fait. Oui, mais c'est le décrochage du pays. D'ailleurs, non, mais c'est le décrochage du pays. Si tu veux faire si on peut tous dire ici,
Pour autant, j'espère que sera rendu à Macron ce qui a été fait. Je le pense, vraiment. J'espère que les gens ne vont pas décorréler parce qu'ils vont trouver une nouvelle personnalité 2 mois avant, parce que réellement... Je l'aurai au mois d'avril. C'est rien. Alors là, je l'aurai au mois d'avril. Non, moi je suis pas persuadé de ça. Ah non, mais je parle pas des élections. Mais lui, il parle des élections, lui. Non, d'accord, mais ça va être un faible pourcentage de gens qui vont choisir, etc. Donc, moi, de manière très claire. Est-ce que globalement les gens pensent de Macron, est-ce qu'ils vont lui accorder le crédit de ce qu'il a fait Tu crois que non? Non. Globalement, collectivement, non. J'espère, et c'est pour ça qu'il suffit de 23-24%. Non, mais même s'il peut être réélu, il sera probablement. Mais je pense que là, on devrait, parce que si tu parles des corrélations Chirac 100% alignées, pour autant, Macron, il y a eu du boulot, quoi. Il y a eu des choses de faites, enfin. Bon, et les promesses tenues. Enfin, les amis, j'achète. J'adore. Moi, je soutiens à 200%. Zemmour entrepreneur, là, alors, qu'est-ce que tu dis? Ce que je trouve intéressant dans ce qu'on observe, c'est le fait que ça pose la question de peut-on continuer à avoir des politiques à vie, des gens qui font carrière en politique à vie? Moi, je ne crois pas. Je crois que non. Je pense que ça va disparaître assez vite. Et finalement, c'est la disruption des carrières politiques qu'on est en train d'observer. Et je pense que c'est très sain, moi, en réalité, d'avoir une oxygénation entre le monde des affaires, le monde du politique ou le monde de l'éducation ou d'autres mondes, et que ça bouge, et qu'on ne puisse pas imaginer qu'on va faire carrière, qu'on puisse être carriériste en politique. Moi, je suis très suspect par rapport aux carrières en politique. Je ne vois pas tellement comment on peut avoir des avis extrêmement... précis sur les sujets, sans goûter d'autres choses, sans avoir d'autres expériences, sans acquérir une certaine forme de sagesse. Et donc, je vois ça, moi, de manière assez positive dans la disruption du politique au sens large. Voilà. Et à ceci près que, je te donne la parole, Bruno, bien sûr, on a le temps, on est bien là. Ouais. À ceci près que, alors je vais faire plaisir à Jean-Philippe parce que c'est l'un de ses héros, là, Bruno Le Maire. C'est un ami. À ceci près que, il faut pouvoir parler à l'administration. C'est-à-dire, la grande force du quoi qu'il en coûte, c'est qu'il y avait un gars à Bercy qui a tordu le bras de tout le monde. Voilà. Quoi. Personne ne bouge. J'aime quand tu le reconnais. Obligé de le reconnaître. Voilà. Et ça, si tu veux, l'un de ses prédécesseurs, par exemple Moscovici, n'aurait jamais eu cette capacité-là. Donc, dire que c'était 18 heures par jour à tordre le cou à tout le monde pendant. C'était incroyable. C'était incroyable. Oui, après, on parle aussi de courage. Hein, je pense. Oui, mais quand même de professionnalisme politique. Je suis d'accord, mais ça, quelle que soit l'alternance politique, on doit pouvoir créer un hub qui permet d'utiliser l'administration de la façon la plus opérante possible. Et si pour ça, il faut avoir 20 ans de Bercy derrière soi ou être... t'as raison. Inspecteur des finances. C'est triste. Enfin, je veux dire, on ne va pas s'en sortir, quoi. On va jamais réformer l'État, pour le coup, parce que ne pourront mener les réformes que les gens issus de ce corps-là. Donc on est toujours dans le corporatisme et la lourdeur de cet État. Je pense que c'est pas viable. C'est pas viable dans le monde dans lequel on rentre, qui est complexe, qui est violent, qui est très innovant. Il faut fonctionner différemment. Je suis entièrement d'accord avec l'idée, mais il me semble que un pays tellement centralisé comme le nôtre, où il y a tellement de choses qui se passent, c'est le problème. On en revient mais toujours de fait, à ça. Je sais pas, moi je me suis amusé aussi de t'entendre, en disant putain, mais moi c'est ma raison d'être professionnel. Ah non, Bruno. Non mais il faudrait pas. Je vous le déconseille. Mais attends, mais à chaque fois j'en arrive à la conclusion, mais je serais incompétent. Et d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de succès de gens qui viennent du monde des entrepreneurs, pourtant qui étaient bons. Parce que c'est un monde en tant que tel. Thierry Breton. À piloter ce truc. Une des rares exceptions, Thierry Breton. Ouais, mais apprendre à piloter ce truc, tu vois, donc je sais pas si cette perméabilité est si facile. Il travaille aujourd'hui. Il faudrait commencer par décentraliser. Pardon de parler de mon expérience là-dessus, mais je pense que plus que jamais, ce qui a fait le succès de ce gouvernement dans cette crise de Covid et la gestion, c'est qu'ils n'ont jamais été aussi proches du monde des entreprises. Oui. Jamais on a pu parler aussi facilement à un ministre, on a pu le croiser, on a pu lui expliquer quelque chose, on a pu lui redire, on a pu l'appeler à 23h, c'est du jamais vu. Moi qui suis passionné et assez proche de la politique depuis assez longtemps, ça n'existait pas depuis ce gouvernement. Ça n'a jamais existé. Avant, c'était faux, c'était dit, on tape, salut quartier, formidable. Voilà. Tout était fake. Aujourd'hui, c'est réel, c'est sincère. On est dans la... Voilà. Moi, on m'appelle pour me dire, tu penses quoi de ça? Tu penses vraiment? Tu connais un tel là-dedans? Il faudrait que j'ai un avis là-dessus. Ben, voilà, c'est quand même quelque chose de nouveau. Ça nous rend responsables, ça nous rend opérants, ça nous rend
utile et jamais la fonction, je crois d'ailleurs que, pardon, mais Bruno, qui est encore une fois un ministre exemplaire, et c'est un homme d'État, je le considère comme un homme d'État, et je le soutiens parce que je considère qu'il a fait un boulot remarquable. Je pense qu'on a une chance inouïe de l'avoir eu pendant cette période. Je le répéterai autant que. Voilà, parce que mais oui, parce que. Ah, mais ça, je témoigne que tu es constant là-dessus. Mais parce que c'est vrai. On en parlait avant le Covid ensemble. Parce que quand tu vois ce qui a été déployé, la manière et la rapidité, je suis sur. Voilà. Et puis toute son équipe. Donc je pense que. Absolument. Et toutes ces équipes, évidemment. Et je termine juste là-dessus. Je considère aujourd'hui que je sais, pardon, je me suis perdu dans mon sujet. C'est pas grave, c'était super intéressant. Professionnalisation. Oui, non, professionnalisme. Je considère qu'il faut un mix en fait de. Parce que je rebondissais sur Zemmour, parce que tu pars de Zemmour. Mais je pars de Zemmour, ça en disant qu'aujourd'hui. Mais je veux redire un truc. Il y a un mix et je te donne je ne sais pas si ce que tu voulais dire sur le fait qu'aujourd'hui ça se disrupte, tout va tellement vite que tout le monde doit changer. C'est vrai qu'aujourd'hui, un Bruno Le Maire, pardon, il connaît par cœur le fonctionnement politique, il connaît par cœur les organes de fonctionnement. Et je pense qu'on a eu un coup de chance inouï de l'avoir à l'économie au moment qu'on a vécu. Voilà. Est-ce qu'un plus novice serait arrivé il y a 1 an et demi, 2 ans, ne connaît pas trop la politique, il serait fait balayer. Voilà. Donc, je crois que c'est. Voilà. Après. T'as 3 costards qui rentrent dans le bureau, tu dis, monsieur le ministre, on peut pas. Ah, mais non, on peut pas. Voilà. Et si le gars, il se lève pas pour dire, on va le faire. Et même les vieux de la vieille te disent la même chose. On se fait bloquer par le système, on est pilonné par ceux d'en dessous qui, eux, droite comme gauche ou peu importe, sont les mêmes parce qu'ils n'ont jamais bougé en dessous et ils sont là depuis 20 ans. Et donc, il faut des gens d'expérience aussi. Mais qui sont des vrais hommes d'État, il n'y en a pas beaucoup. Encore une expression trumpienne qui a été ridiculisée. Moi, j'ai même des trucs à dire sur les faits alternatifs. Même ça, je trouve que c'est intéressant. Mais l'État profond, c'est intéressant. L'État profond, il existe. C'est vrai. Il ne sert pas forcément des intérêts complotistes. Il sert ses propres intérêts. Il sert ses propres intérêts. Mais du coup, on n'a pas. Tu voulais dire quoi sur Zemmour? Non, tu voulais dire un truc sur Zemmour, toi. Moi, Zemmour, ça me fascine, ce mec qu'a priori, j'aurais complètement rejeté, méprisé, parce que c'est pas du tout le style, les valeurs, etc. C'est quand même, je trouve, moi, le seul qui mette des sujets sur la table, qui débattent, qui il met un sujet sur la table. Alors, non, pas qu'un, non, il en met surtout un. Il a mis les sous-marins, il commence à en mettre un deuxième. Non, c'est quoi le deuxième? Il en met plusieurs, mais sur un prisme. Mais attends, j'en connais qu'un, moi, c'est quoi le deuxième? Il y a l'immigration, il y a aussi la culture de la France, il y a aussi... Pareil. Non, qui est pas la même chose. C'est la conséquence. Mais peu importe. Moi, je trouve qu'il a un débat à un niveau intéressant. Il a une culture inouïe. C'est ça. Alors, c'est sur un prisme unique, mais je pense que la plupart des autres, ils n'ont même pas un prisme sur lequel ils ont un débat au niveau intellectuel requis. Donc moi, je trouve qu'il fait du bien pour ça, et c'est pour ça qu'il existe. Même si je ne sais pas ses idées... Moi, je trouve bien qu'il existe. Moi, j'en veux énormément aux oppositions de ne pas aider Macron à s'améliorer encore en le challengeant, en essayant... Oui, c'est ça. Moi, j'en veux énormément. C'est ton côté penser contre soi-même, etc. Pour progresser. Il ne faut rien se refuser comme débat. Celui qui est occupé 20 heures par jour et l'autre qui commence à... qui a le temps de relire encore 4 fois les mêmes livres et de venir faire de la télé. Ok, mais quand elle est là dans le cambouis, c'est... Enfin, je l'ai vu à la télé, c'était quand avant-hier, là. Zemmour. Pour une fois... Non, mais non, pour une fois, il y avait une interview intéressante où on arrêtait de passer une demi-heure à lui demander si elle allait être candidat. Et on lui disait, tiens, au fait, la justice, il faut combien de magistrats? Il ne sait pas combien il y en a. Tiens, au fait, le réchauffement climatique, on fait quoi? Il n'en sait rien. Ah bah oui, il ne sait rien. Et après, il apprend vite. Et sa réaction qui est de dire, on s'en fout, il y a des sujets beaucoup plus importants, ça vient vrai, c'est complètement bidon, c'est complètement... Mais évidemment, après, intéressant. Après, ce que j'appelle l'étude d'opinion chauffeur de taxi, genre 5 sur 5, j'en parlais ce matin au bureau, 5 sur 5 me dit je vote Zemmour. Mais bien sûr. Mais chauffeur de taxi. D'accord, il y a beaucoup de gens. C'est de moins en moins. Tu sais, alors quand j'ai commencé dans le métier, quand j'ai commencé dans mon métier, c'était déjà. Bien sûr, au siècle d'avant, 1987. 1987. D'ores et déjà, c'était. On va arrêter avec les chauffeurs de taxi. C'était en 1987, tu vois, où c'était la source. Tu débarquais, j'étais grand reporter, tu avais le papier. Là. Le chauffeur de taxi m'a dit que non, on va arrêter. Non, mais je trouve qu'il prend une place qui est. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la place qu'il peut prendre. Moi, je suis assez... c'est Marine Le Pen qui a intérêt de ne pas sous-estimer. Non, évidemment, mais la droite aussi, de manière plus large. Mais oui. Plus large, peut se poser des questions, parce que comme il apprend vite et qu'il est brillant et qu'il est... Voilà, je pense qu'il y en a beaucoup chez Mélenchon qui ne seraient pas opposés. Mais oui. Je pense que c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, je pense que c'est un vrai sujet. Après, je pense que pour nous tous autour de la table, on n'a qu'un intérêt, c'est de faire que Macron soit président. Ça, on a compris. Je crois qu'on n'a pas beaucoup d'autres intérêts. Bon, attends, mais franchement, si tu te retrouves avec le candidat de droite centriste, UDF Bontin, là, qui... No comment. Oui, mais enfin... Bon, ça ferait une vraie différence, tu crois? Bon, on en reparlera. Enfin, en tous les cas,
plein de sujets. Je peux dire qu'il y a un nombre de choses non, mais si on parle à des entrepreneurs, l'IS qui va passer à 26% cette année, promesse de campagne, ça fait 20 ans qu'on est là. Qu'est-ce qu'on paye On a l'IS le plus cher d'Europe, c'est scandaleux. On arrive à 26% d'IS, on l'a rêvé, on l'a bon, c'est quand même miraculeux. Il va falloir que je travaille le programme de Bertrand et de Pécresse. Ça va pas être cool pour t'apporter une contradiction. On n'aurait pas changé d'avis dans un mois. Non, exactement. Les amis, merci à tous. J'ai adoré et nous, on se retrouve demain. Avec grand plaisir.